Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. À la une de votre journal ce soir, plusieurs établissements de la ville forcés de fermer leurs portes pour se mettre aux normes de sécurité. Le propriétaire du Mandarin jette l'éponge. Dans notre page consacrée au territorial, nous reparlerons des embouteillages à Tahiti, une réalité qui assombrit le quotidien des habitants. Nous en parlerons avec notre première invitée, Teave Chomette. Elle mène la première section des Îles du Vent pour le parti Ahere Polinetia. Que propose de son côté le parti Yaurat et Nun'a? Nous échangerons avec Nicole Bouteau, également à la tête de la section 1 qui comprend Papeete, Pir'e, Arwe et M'Oria Mai'o. Et puis ne manquez pas le portrait de Keanu Hikutini, lauréat du concours du meilleur jeune artisan créateur. Il a fabriqué un ukulélé très spécial. Clap de fin pour plusieurs bars et restaurants de la capitale comme le X-Bar et le Plaza. Des fermetures qui font suite au rapport et à l'avis de la commission de sécurité de la commune de Papeete. Les établissements ont 3 mois pour se mettre en conformité. Mais pour le Mandarin, cette décision signe la fin d'une histoire familiale. Nicolas Suire, Jérôme Lee. Dans ce restaurant très connu du centre-ville, on se prépare pour la dernière soirée. Après quoi, il faudra fermer. La décision de la commission de sécurité est sans appel. Le Mandarin, ses restaurants, cuisines, hôtels et dancing ne sont pas conformes à la réglementation. C'est structurel, il faut absolument réinvestir dans des travaux de rénovation et de mise en conformité. Et on va dire que j'ai décidé de ne pas faire pour vendre l'affaire. On parle d'électricité, on parle d'ascenseur, on parle de chemin d'évacuation en cas d'incendie, on parle... Il y avait énormément de points sur lesquels, de manque par exemple d'extincteurs, donc autant de points importants. Le gérant cherche à vendre. Il ne veut pas payer plus de 30 millions de francs de travaux. Les 17 membres du personnel sont sous le choc. C'est, on va dire, une deuxième famille parce que j'ai quand même appris beaucoup ici. J'ai eu des attachements aussi avec le gérant, avec toute sa famille aussi et mes collègues de travail. Le gérant prend sa retraite, mais il part également la larme à l'œil. Le doyen des restaurants fondé en 1962 par son père et ses oncles ferme ses portes. J'ai vraiment le cœur lourd et comment dire, c'est difficile. Le X-Bar ne doit plus recevoir de public pour les mêmes raisons. Il a 3 mois pour se mettre en conformité. Mais s'il y parvient avant ce délai, l'établissement pourra ouvrir de nouveau après visite de la commission de sécurité. Des enfants, des parents et des professeurs qui subissent quotidiennement des insultes, voire des agressions. Une réunion de concertation s'est tenue ce matin à la mairie de Papeete après la recrudescence des comportements inappropriés de certains SDF devant la cathédrale. En attendant l'ouverture du centre d'accueil Tevaete Api de Mam'o, une solution a été trouvée. Après près de 2 heures de réunion, il a été convenu que la mairie s'occupe des sans-abri dans un autre lieu pour libérer la place de la cathédrale. Écoutez les explications de l'association des parents d'élèves du collège Anne-Marie Javoué au micro de Jérôme Lee. Ils ont convenu avec Père Christophe que si la mairie accepte de donner des repas aux SDF à la place de Père Christophe se déchargera de ça. Donc la mairie va faire le nécessaire pour trouver un site approprié pour donner les repas aux SDF qui se trouvent au presbytère de la cathédrale afin de limiter leur passage. Au Tuamotuaho, une journée a été organisée à l'école primaire de l'atoll pour célébrer la semaine des langues et du patrimoine. 12 ateliers ont été mis en place. Chacun d'entre eux était animé par un professeur, un intervenant extérieur ou un parent d'élève. L'école s'est concentrée sur les langues que l'on peut pratiquer à Ho, le tahitien, le paumotu, le français et l'anglais. Les précisions de la directrice de l'école au micro de notre correspondant Mathieu Allot.
Ce qui se fait en Rio, par exemple ici, comme le Blue Bot, et sauf qu'on l'a mis en poum et Kiori Ninabu. Vous avez du sport, bien sûr. Vous avez du tatouage aussi. Et tout ce qui est couleur et les parties du corps. Voilà, ce sont les ateliers. Au final, qu'est-ce que ça va permettre pour l'enfant? Au final, donc, non seulement il va baigner dans toutes les langues qu'il entend, mais en plus il sera accompagné de son papa ou de sa maman. Et en plus, au final, c'est vraiment de montrer aux parents que voilà, au niveau des langues, voilà, on fait quelque chose. Allez, on parle politique maintenant grâce à notre page dédiée au territorial. Comment fluidifier la circulation? Du tramway aérien à la desserte maritime, en passant par la route du Sud, il y en a eu des projets en 40 ans, mais aucun ne s'est finalement concrétisé. L'association Enaki continue son combat en pleine campagne électorale pour contraindre les partis politiques à faire des propositions. Elle vient justement de leur envoyer une lettre pour relancer le débat. On voit cela avec Natacha Silagi et Patrick Tinsing qui ont pu constater la lassitude des automobilistes. Les drapeaux qui s'agitent n'y changeront rien. Les embouteillages sont bien là. 40 ans que ça dure. Alors même si les élections approchent, les espoirs d'amélioration sont maigres. Je pense qu'on est few. C'est le seul mot qu'on puisse dire aujourd'hui et puis que l'on trouve. C'est quand même c'est lamentable. Tous les matins, c'est pareil. C'est la même chose. Après, qu'est-ce qui fait qu'ils bloquent? Je ne sais pas, mais c'est fatigant. Surtout pour ceux qui se lèvent tôt pour aller au travail. On espère que ça changera pour le futur. Ouais. Il est temps. C'est quand même important pour l'avenir de nos enfants aussi et pour nous aussi. Voilà, il est temps que ça change. Les sportifs du matin, eux aussi, font les frais des pots d'échappement. Quand je fais le sport, je n'arrive pas aussi à courir à cause de ça. Hein. Plutôt par rapport à, je sais pas moi. C'est tous les jours? Ouais, c'est tous les jours. Ouais. Tous les jours à partir de 4 heures, ça commence. Hein. Et jusqu'à maintenant. Hein. Tania continue de se battre au nom des automobilistes pour que les politiques s'engagent à rendre la circulation plus fluide. 150 000 personnes circulent quotidiennement en Polynésie, seulement 3% en bus, faute d'offres régulières. Toutes ces heures que l'on passe dans les embouteillages, c'est des heures d'activité que l'on n'a pas. C'est aussi vis-à-vis des employeurs, des embauches qui ne se font pas. On le voit d'ailleurs dans l'hôtellerie que comme il n'y a pas de transport en commun le soir et le week-end, on a des gens qui veulent venir travailler mais qui nous disent non, moi je ne peux pas travailler le soir, je ne peux pas travailler le week-end parce que je n'aurai pas les moyens de venir ou de rentrer chez moi. Donc c'est des emplois qui ne se font pas. De Mahina ou de Punaoya, c'est la même chose. 60% des déplacements se font en voiture au ralenti. Moins de circulation, c'est tout. Toi, tu es embêté tous les jours? Ouais, c'est tout pour aller au travail. Non, c'est vraiment fatigant. On perd beaucoup de temps. Vous espérez que le futur gouvernement va changer les choses? Ça serait bien. Vous y croyez? Faut toujours y croire, non? De 1 à 2 heures par jour, c'est le temps que perdent les automobilistes dans la circulation. Une perte sèche aussi pour les entreprises et l'économie du pays. Bonsoir Théa Véchomette, bienvenue. Vous menez la liste Arire Yaporinetia aux îles du Vent dans la première section, qui comprend donc Papeete, Pire, Arwe et Morea. On vient de le voir, des décennies que cela dure. Le problème des embouteillages n'évolue pas, il empire. Serez-vous en mesure de proposer une solution rapide si vous êtes élu? Rapide, sûrement pas, parce que ça va toucher les réseaux routiers, il y a également le problème du foncier. Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps, ça c'est sûr. Donc, dans l'immédiat, il faut vraiment mettre un accent sur le transport en commun, les horaires. Il faut vraiment que ça devienne une structure qui tienne debout, que l'on puisse compter dessus. Est-ce que vous avez déjà pris le bus? Oui. Alors, on est au soleil dans la journée, il n'y a pas d'abri de bus. Une fois j'ai voulu me mettre à l'ombre. J'ai loupé mon bus du coup et après j'ai attendu 3 bus. Voilà, ça c'est la réalité. Si vraiment on veut que les gens prennent le système en commun, il faut déjà que ce soit un très bon système en commun. C'est pas assez efficient à votre sens? Pas du tout, du tout. Et même, j'irai plus loin. J'ai demandé à Nui Hau pourquoi ne pas le gratifier. Il y a des pays dans le nord de la France où c'est gratuit. Il m'a dit, c'est possible, à une condition, il faut qu'on trouve 2 milliards. C'est le coût de nos transports. Et donc, à plus long terme, vous envisagez quelle solution? Celle-ci.
Il faut trouver ces 2 milliards, il faut faire des économies, parce que ce transport en commun, si on veut vraiment dynamiser l'économie en tout cas, il faut qu'on ait accès au transport. Du coup, les gens n'auront pas à acheter une voiture, n'auront pas à payer l'essence, n'auront pas à payer l'assurance. Et au moins, ils arriveront au travail à l'heure. Et voilà. Autre point qui touche à notre quotidien, les procédures administratives. Vous voulez, je cite, simplifier la bureaucratie qui nous étouffe. Alors expliquez-nous. 50% off. On veut simplifier de 50% toutes les formalités inutiles. Dans quel domaine, par exemple? Dans tout. On a un système administratif qui étouffe l'entrepreneuriat. Donc, on veut d'abord simplifier ça et puis, bien sûr, aider les entreprises à la création d'emplois en mettant la base des TPE à 5 millions. Nous voulons le monter à 50 millions parce que lorsque vous avez une entreprise qui fait aller 4 millions et presque 5 millions, ça ne vous motive pas à aller à 6-7 millions. Que là, en poussant à 50 millions, vous pouvez entreprendre. TAV Chaumette, vous êtes entré en politique en 2012. Vous étiez aux côtés de Philippe Chil pour les législatives. Aujourd'hui, pourquoi avoir choisi Ahere Yaporinetia? Pour la dépolitisation du système. Je suis dans les quartiers, je vais souvent dans les quartiers, je n'ai pas arrêté. Et les familles sont en grande souffrance. Logement, emploi, les prix qui ont augmenté, ils n'en peuvent plus. Ils vivent à 5, 6, 10 familles dans la même maison. Les enfants sont rentrés vivre chez les parents. C'est une horreur ce qu'ils vivent. Donc, il faut vraiment dépolitiser, que tout le monde puisse avoir accès aux aides sans passer par la politique. Tout votre investissement dans les associations, aujourd'hui, ça influence votre engagement politique? Ah, tout à fait. C'est à cause de cela que je continue. Les associations, aujourd'hui, c'est pratiquement elles qui font tout le boulot sur le terrain. Donc, si on veut aller plus loin aujourd'hui, il faut modifier les lois. Je pense à Polynésie Alzheimer. La pyramide des âges a changé. Notre société vieillit. Les personnes âgées manquent de structure. Faut-il compter uniquement sur des initiatives privées, selon vous? Non, ce n'est pas possible parce que, comme vous venez de dire, la pyramide des âges est telle qu'on a pratiquement autant de naissances qu'il existe de Matahiapo. Et aussi aujourd'hui, facilement, il y a 4 générations dans la même vie. Donc, les Matahiapo, ils sont là. Et le pire, vous savez, à l'hôpital, il n'y a pas de gériatrie. La gériatrie, c'est un service qui accueille les personnes âgées. Dans tous les hôpitaux français, il y a une gériatrie. On a l'impression à Tahiti, les vieux n'existent pas. Notre hôpital n'accueille pas les vieux. Et lorsqu'on vient aux urgences avec notre Matahiapo, ils ne veulent pas les hospitaliser. Ils font tout pour que vous rentriez à la maison avec votre Matahiapo, soi-disant pour mourir à la maison. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas le service pour les accueillir. Un Matahiapo ne s'accueille pas comme une personne normale. C'est comme les nouveau-nés. À l'hôpital, il y a la pédiatrie. Cela demande vraiment des compétences très spécifiques. Tout à fait. Les docteurs ne sont pas les mêmes. L'approche psychiatrique n'est pas la même. C'est tout un ensemble qu'il faut mettre en place. Un sujet auquel vous êtes très sensible. Merci beaucoup, TAV Chaumette. Je rappelle que vous menez la liste Ahere Yaporinetia dans la première section des Îles du Vent. Merci beaucoup. L'agriculture, désormais un axe majeur des programmes politiques. La crise Covid est passée par là. Autonomie alimentaire, consommation locale. L'effort est-il suffisamment marqué? Stéphane Ratino, Patita Savea et Mathieu Allot ont rencontré des professionnels de l'alimentation. Le regard est large, car parler agriculture, c'est interroger l'environnement, la santé et l'économie. La profession d'agriculteur a été choisie par passion par ces jeunes gens. Un métier noble, pas toujours attirant, mais dont l'importance sociale va croissant. Dans les écoles d'agriculture, la transmission du savoir s'opère. Techniques de toujours, techniques nouvelles pour soigner la terre et les consommateurs. L'enjeu est de taille quand on parle d'autonomie alimentaire, une bataille qui passe par la formation. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce métier d'agriculteur? Le savoir-faire et les techniques de plantation. Tu penses en faire ton métier plus tard? Peut-être. On verra. Beaucoup de changements. Là, en ce moment, avec les jeunes, on essaye de travailler l'hydroponie dans les cultures maraîchères, et on essaie de développer les techniques en lien avec le milieu. Donc, on a pas mal d'activités aussi en lien avec la bouraponie aussi, la bourre de coco, et puis de savoir utiliser le maximum de techniques et de méthodes agricoles pour pouvoir mieux s'alimenter. L'agriculture est au carrefour des existences. Elle est un fait culturel. Mani le phoque l'ausculte au plus près. La créatrice du Salon de l'alimentation travaille déjà sur l'édition 2024. Cette sociologue de l'alimentaire entend aussi la demande des consommateurs, prend le pouls de la société civile. Manger bien, manger local, manger sain. En fait, nous parlons environnement, santé, de la terre et des hommes.
On ne va pas se nourrir juste pour se remplir le ventre, mais derrière, en se nourrissant et en choisissant tel et tel aliment, on va dire, on encourage et quelque part, on témoigne notre engagement pour ce type de production et de consommation. C'est tous ensemble que l'on fait bouger les choses. Il n'y a pas que les politiques. On a besoin effectivement des politiques parce qu'il y a des lois, il y a d'autres moyens financiers ou autres qui peuvent être mis en place. Mais la population a pleinement son poids, on va dire, dans l'évolution des changements. Un schéma agricole a été voté par l'Assemblée. Il pose des bases, entrevoit des étapes. Pour Françoise Henry, pionnière dans l'agriculture biologique, la société civile interroge ses modes de consommation, d'où une éthique de production. À terme, l'espoir, 1/4 de production bio dans l'assiette. Aujourd'hui, 77 hectares certifiés bio. Il faut aller plus loin, dit-elle, pour générer 2 effets. Éviter les intrants et créer des emplois. On a quand même vraiment écouté le désir des consommateurs et des jeunes agriculteurs qui, pour la plupart, veulent se mettre en bio. Mais ce qu'il faudrait faire encore, c'est par exemple travailler sur le coût de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre en agriculture biologique, c'est vraiment ce qui est c'est ce qui coûte le plus cher. Parce qu'en fait, là où quelqu'un peut passer avec un pulvérisateur, il faut 4 personnes pour désherber. La crise de la Covid, l'inflation des coûts de transport et l'impératif de santé publique remettent l'agriculture au cœur de l'agenda politique, le rappel indéniable de la noblesse sociétale des métiers agricoles. Bonsoir Nicole Boutot, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous menez la section 1 des Îles du Vent pour Yaourt et Nouna. On a entendu des agriculteurs plutôt satisfaits des orientations du gouvernement actuel. Si vous êtes élu, vous poursuivrez le schéma directeur de l'agriculture jusqu'en 2030 ? Alors je crois que le reportage le souligne bien. Effectivement, il y a aussi l'avant-Covid et l'après-Covid. Je pense qu'il y a eu aussi des effets bénéfiques à cette pandémie, puisqu'on s'est retrouvé avec des frontières fermées, du confinement, des produits qui n'étaient plus importés, et on s'est aperçu que la population s'est tournée non seulement vers les produits locaux, mais a commencé également à planter dans son petit jardin. Donc c'est clairement les leçons qu'il faut tirer aussi de cette pandémie, tendre, accélérer la transition alimentaire, l'autonomie alimentaire et pousser ce secteur, effectivement, l'économie verte, l'agriculture, et aider également les petits exploitants en libérant notamment le foncier. Vous savez aujourd'hui que le plus grand propriétaire terrien est le pays, et plutôt que d'avoir des terres domaniales qui dorment, il faut les mettre à disposition, tant pour le logement, tant que pour la création d'activités. Ce qui est fait pour le foncier actuellement n'est pas suffisant ? Pas suffisant, parce que vous avez aujourd'hui des porteurs de projets, des petits exploitants qui aimeraient bien s'installer. Je l'ai entendu dans un reportage où ils disent la difficulté, c'est l'accès au foncier. Donc mettre à disposition, leur permettre également, alors on a une mesure phare dans le domaine de l'agriculture, y compris dans le domaine de la pêche lagonaire, dans l'artisanat, c'est d'exonérer d'impôts directs les exploitants, les petites exploitations qui font moins de 50 millions de chiffre d'affaires, et les exonérer également de CST, ce qui vient répondre également aux coûts et aux charges dont parlait l'intervenante dans le reportage. Oui, l'emploi dans tous les programmes, la cherté de la vie est la priorité. Pourtant, on a entendu le vice-président du pays ce matin sur notre antenne. Pour lui, l'emploi est au beau fixe, les chiffres du chômage baissent. Pourquoi ce paradoxe entre cherté de la vie et situation de l'emploi qui est apparemment en bonne santé? Je pense que le vice-président doit aller à la rencontre des familles dans les quartiers, dans nos communes. Aujourd'hui, le premier sujet est devenu celui de la cherté de la vie. L'emploi vient tout de suite après, le logement, mais la cherté de la vie. Les familles sont prises à la gorge, elles n'y arrivent plus. Quand il n'y a pas de revenus, comment elles font? Même aujourd'hui avec un revenu, l'inflation extérieure, mais l'inflation, la TVA sociale, et j'entendais le vice-président dire qu'il ne mettrait pas fin à cette TVA sociale, elle compte pour moitié dans l'augmentation des prix aujourd'hui. Dernièrement, le gouvernement nous a dit à l'Assemblée, dans le cadre d'un collectif budgétaire, qu'il y avait 21 milliards de réserves budgétaires. C'est indécent d'avoir 21 milliards dans les caisses du pays et de ne pas supprimer cette TVA sociale et de ne pas bouger le curseur des droits à l'importation et des taxes à la consommation. Vous proposez de mieux partager les richesses, mais dans aucun programme, je vois l'instauration d'un impôt sur le revenu. À quoi vous pensez du coup quand vous parlez de partage des richesses? En tout cas, pas dans l'immédiat. Nous souhaitons intervenir effectivement sur plus d'impôts directs, moins d'impôts indirects. Aujourd'hui, il y a 3 taux de TVA. Nous souhaitons en mettre
ce qu'on appelle la flat tax, et puis effectivement imposer plus fortement les très grandes entreprises de notre pays. On a parlé tout à l'heure des embouteillages, c'est l'un des points de votre programme. Vous proposez un tramway entre Paea et Aroué. Est-ce qu'il n'y a pas un air de déjà-vu, des projets jolis sur le papier mais infaisables? Alors j'allais vous dire que dans l'immédiat, la première mesure que l'on propose, c'est le bus à 100 francs. Et ce n'est pas une mesure démagogique, c'est 3 années d'expérimentation, que l'on vienne de Tautira, que l'on vienne de Paea ou de Faa, le bus à 100 francs. C'est un soutien du pays, certes. À condition qu'il parte à l'heure. Oui, mais quand vous incitez par une telle tarification les familles, les travailleurs à prendre le bus, c'est moins de circulation sur les routes et ça peut être immédiat. C'est un confort, c'est du bien-être, c'est de l'environnement, c'est effectivement... on vit mieux. Et également, je suis tête de liste sur la section 1, y compris pour l'agglomération et pour la ville de Papeete, où nous avons des difficultés de parking. Voilà, nous avons donc première mesure. Et puis, avant de parler du tramway, c'est aussi un couloir, une voie dédiée, en tout cas sur les axes routiers où nous disposons de 3 voies aujourd'hui. Merci beaucoup Nicole Bouteau d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous menez la première section des Îles du Vent. Merci beaucoup. Ainsi se referme notre page consacrée au territorial. Inciter les jeunes à pratiquer un sport en collectivité, c'est tout l'objet de la journée bien-être proposée par la communauté éducative du lycée hôtelier de Punaouia. 300 élèves se sont lancés en Tuaro Maori, en MMA ou en taekwondo. Une 5e édition pour favoriser une bonne alimentation et améliorer notre indice de masse corporelle. Les précisions d'une professeure d'éducation physique, elle répond à Patrick Tinsing. Il faut attaquer très jeune parce que c'est des habitudes alimentaires, ce sont des habitudes de vie qui doivent être inculquées dès le plus jeune âge. On considère que c'est une goutte d'eau dans la mer, ce qu'on fait, mais malgré tout, on voit l'enthousiasme des jeunes d'aujourd'hui, là, de 15 à 18 ans, c'est notre tranche d'âge à peu près. Ils sont toujours aussi enthousiastes pour faire de l'activité physique. Mais je pense qu'on ne leur donne peut-être pas les moyens et qu'ils sont attirés par bien d'autres choses. À Mam'o, le Salon de l'Habitat a ouvert ses portes jusqu'à dimanche. Une édition spéciale développement durable et nouvelles technologies. De nouveaux matériaux et des concepts innovants sont à découvrir, comme l'explique l'organisatrice de cet événement annuel, Marcel Bonneau. Pendant ces 4 jours, donc, vous pouvez venir être conseillé, venir tester des nouveaux produits, puisqu'on est sur une édition spéciale nouvelles technologies et développement durable. Et c'est vrai que pour avoir fait le tour, il y a vraiment des exposants en ce sens. Comme promis, ce portrait pour terminer ce journal, il est le lauréat du concours du meilleur jeune artisan créateur. Keanu Hikutini, 22 ans, diplômé du Centre des métiers d'art, réinvente la tradition. Luthier et musicien, Wesley, c'est son nom d'artiste, revisite la fabrication des instruments. On voit cela avec Caroline Fary et Marcel Bonneau. Celui-là, Litchi et Monguier, là. T'as du Miro, du Aito pour les 2 sciés, Miki et Puro. C'est ce ukulélé 2.0 qui lui a permis de remporter son prix. Diversité des essences, recherche des formes, tout passe d'abord par le dessin et l'exploration pour Keanu, musicien dans l'âme. J'expérimente et j'étudie les matières et les formes des instruments pour pouvoir créer de nouveaux sons et de nouvelles manières de jouer. Pourquoi nouvelles manières de jouer? Parce que pour moi, la forme induit le style de jeu ou la manière dont tu joues. Donc revisiter la forme revient à revisiter aussi le style de jeu que tu puisses faire avec cet instrument. Pour le bongolélé qu'il fabrique aujourd'hui, instrument aux sonorités proches du bongo, il choisit les bois de Uru et de Manguier car chaque essence résonne différemment. Selon les essences de bois, tu as des bois plus gras et des bois plus secs, comme le tau ou le miro qui est un bois très gras. Et en fait, selon le bois que tu vas choisir, ça aura une sonorité plus grave ou plus aiguë. Les bois graves vont tendre vers un son plus bas, les bois plus secs vont tendre vers un son plus aigu. Son diplôme du Centre des métiers d'art en poche, après une année sabbatique à voyager, Keanu se lance dans le métier. Il cherche à présent un atelier pour pouvoir honorer ses nombreuses commandes. Mon objectif, c'est d'avoir un atelier pour pouvoir travailler, peaufiner mon travail et proposer un travail plus qualitatif et au niveau visuel et au niveau sonore surtout.
Wesley, de son nom d'artiste, est un musicien privilégié. Il peut dorénavant s'accompagner de l'instrument issu de son imagination pour chanter. L'information principale de cette édition, c'est la fermeture de plusieurs établissements de Papeete parce qu'ils ne répondent plus aux normes de sécurité. Les bars et restaurants ont 3 mois pour se mettre en conformité. Mais pour le propriétaire du Mandarin, pas de rénovation envisagée. Le dernier dîner a lieu en ce moment dans ce restaurant bien connu de la capitale. Au programme de votre soirée sur la première, la série Mensonges, puis Zouk avec la voix féminine du groupe Kassav, Jocelyne Berroir, aux Folies Bergères. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les premières infos vous seront présentées en radio demain matin dès 6h30 par Laïna Tétouanoui et Axel Mézinel. On se quitte sur la musique de Pépéna. Le groupe était l'invité de notre émission Bring Live cet après-midi. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.